Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Trading University Center. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque matin pour ce webinaire. Alors, on va tout d'abord démarrer bien sûr sur l'avertissement légal sur les risques. Je vous laisse prendre connaissance tranquillement de cet avertissement et on pourra se diriger directement vers les marchés. Parfait. Alors, tout de suite, déjà, comme chaque lundi, on commence par un bilan de la semaine avant de voir ce qui nous attend, notamment cette semaine. D'abord, la semaine dernière, on va d'abord commencer par cette fameuse journée, on va dire un vendredi noir, un vendredi du 26 novembre, une des pires journées, je dirais, pour les marchés européens, avec la plus forte baisse en séance enregistrée pour notamment l'indice parisien, le CAC 40, en raison donc de l'apparition d'un nouveau variant de Covid en Afrique du Sud notamment, avec différentes réactions au niveau mondial, plusieurs pays qui décident d'interrompre donc les vols en provenance d'Afrique du Sud, avec l'OMS qui se montre circonspect sur la nécessité ou pas d'aller plus loin sur la question du transit en fait. Faut-il prendre des mesures plus drastiques? On attend bien sûr évidemment les communications, mais ça pourra prendre quelques jours, le temps d'avoir les différents laboratoires pour savoir dans quelle mesure les vaccins actuels sont résistants et efficaces par rapport à cette nouvelle souche. Donc le marché va lui forcément interprète, je dirais, sa manière très négative à court terme, avec des réactions évidemment différentes d'un secteur à l'autre. Les secteurs les plus impactés, c'est évidemment le secteur du tourisme, les loisirs qui perdent plus de 7% cette fin de semaine, les bancaires également, parce que les taux sont tous orientés à la baisse en fait. Nous sommes donc dans une phase de risk-off, c'est-à-dire d'aversion risque assez classique où les matières premières se replient fortement. On voyait d'ailleurs que la chute lourde du pétrole, on le voit d'ailleurs qu'un repli des taux souverains également, les taux, notamment le taux 10 ans américain, les taux également, les taux longs qui se replient, et puis donc avec une hausse très marquée de la volatilité. Donc, pour résumer, on a eu une hausse de 40% de volatilité aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, après ces différentes craintes liées à cette nouvelle souche. Et donc, les secteurs les plus impactés, c'est tourisme, loisirs, c'est les bancaires, bien sûr, liés à la baisse des taux dont nous venons d'évoquer, et également dans tout ce qui est lié au pétrole, gaz, donc matières premières, et dans les secteurs qui résistent en relatif, donc qui baissent, je dirais également, mais qui résistent un peu mieux, on a le secteur des techs, forcément. Si on commence à parler de confinement ou autre à craindre, je ne dis pas ce que sera le résultat, mais si on commence à craindre, si le marché commence à craindre, je dirais, certaines formes de confinement plus durcies, eh bien forcément, on va se réfugier sur de la tech, sur les valeurs de santé, évidemment, par rapport à la question sanitaire. Et puis, ce qu'on appelait utilities, c'est-à-dire les services classiques, l'eau, le gaz, l'électricité, voilà les choses qu'il faudra quand même consommer quoi qu'il arrive. Donc, voilà à peu près ce qui tient pas trop mal, je dirais, par rapport notamment de deux côtés du spectre, ceux qui chutent. Alors, la semaine dernière, on a plutôt bien démarré. On avait d'ailleurs en début de semaine dernière des PMI, et ça, c'est aussi qu'il faut voir. On avait les craintes assez court terme qui se matérialisaient sur le marché des craintes sanitaires, mais le paysage macro n'est pas si mauvais que ça. Il est même plutôt bon, quand on va en début de semaine dernière, les chiffres PMI que nous avions eus pour la zone euro, eh bien, on a eu des chiffres supérieurs aux attentes en France, en Allemagne, qui étaient bien supérieurs aux attentes et supérieurs d'ailleurs aux chiffres précédents, avec des chiffres largement supérieurs à 50. Donc, je rappelle quand même, le PMI, c'est un indice de sentiment, un indice d'activité pour le secteur manufacturier, notamment le secteur des services. C'est un indice qui ressort de 50, qui traduit généralement une expansion de l'activité du secteur concerné. Et inversement, lorsqu'on a en dessous de 50, ça traduit généralement une contraction du secteur. Et tous les PMI que nous avions eus donc en début de semaine dernière pour la zone euro sont ressortis au-delà des 50 et largement au-delà des 50. Donc, pas de faux signaux
Donc, pas de signaux particuliers de ce côté-là, plutôt des bons signaux, des signes macroéconomiques. On a également eu cette semaine des chiffres tout à fait bons sur le front de l'emploi, avec le plus faible niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage depuis 1969 aux États-Unis. Donc là, on a eu un chiffre quand même excellent qui montre que le mandat de la Fed est rempli, en tout cas sur la question de l'emploi. Que certes, le niveau de l'emploi global, le nombre de personnes qui travaillent aux États-Unis n'a pas retrouvé le niveau d'avant Covid, mais il y a aussi une partie qui s'explique notamment par le fait que plusieurs millions d'Américains ont quitté le marché du travail, sont en partie, voilà, ils sont partis à la retraite pendant cette crise de Covid. Et donc, effectivement, si on regarde juste le rythme des inscriptions hebdomadaires au chômage, eh bien, on retombe même sous les niveaux que nous connaissions avant la crise Covid. Donc, sur le front de l'emploi, je dirais que le mandat est quand même largement rempli sur le fond des prix. Inutile de dire qu'il est également rempli et largement rempli quand on voit, je dirais, le niveau d'inflation. Je rappelle que le niveau est à 6,2% aux États-Unis le mois dernier. On a également eu la semaine dernière les minutes de la Fed en milieu de semaine qui montrent que la Fed va se montrer un peu plus souple, en fait souple par rapport à la politique monétaire, sous-entendant que si effectivement eh bien, le scénario d'une hausse des prix avec une rechute de l'inflation dans les mois à venir ne se concrétise pas, je dirais, assez rapidement, alors la Fed, je dirais, devrait accélérer en fait son rythme de tapering et donc c'est-à-dire d'accélérer le ralentissement des achats d'actifs sur une cadence qui au départ était partie depuis novembre de près de 15 milliards de ralentissements par mois. En gros, pour résumer, il faut faire dégonfler 120 milliards d'achats d'actifs qui sont actuellement opérés tous les mois. Et donc, il faut le faire de manière progressive. Le niveau de départ, c'était 15 milliards au mois de novembre. Et là, aujourd'hui, les rumeurs qui commencent à courir, je dirais, au niveau des différentes publications, notamment des banques américaines, ça commence à tirer plutôt vers les 30 milliards. Donc, la question qu'on aura, est-ce qu'il y aura un tapering régulier de 15 milliards par mois, donc sur l'espace de 8 mois, puis hausse des taux en début d'été, ou est-ce qu'au contraire, on aura un tapering plus rapide de 30 milliards par mois, ce qui veut dire qu'en 4 à 5 mois, les achats d'actifs seront arrêtés, ce qui ouvrirait beaucoup plus rapidement à la porte donc d'une hausse des taux courant du deuxième trimestre 2022. Donc les minutes de la Fed, je dirais, n'ont pas fermé la porte à un scénario un peu plus agressif, un peu plus rapide en termes de normalisation de politique monétaire, mais ça, c'était bien sûr avant les craintes liées aux variants sud-africains. La semaine dernière, si vous vous rappelez bien, on a eu effectivement aussi Thanksgiving, c'est une journée de jeudi qui était relativement calme dans l'ensemble. Et donc, on a eu effectivement, comme je vous l'avais évoqué en introduction, ce fameux vendredi noir, je dirais une journée de vendredi, par contre, une journée très atypique, hein. Normalement, le jour qui est de liaison entre Thanksgiving et le week-end, ce sont des jours normalement très très calmes, hein, en raison d'une ouverture d'une partielle des marchés américains. Et vendredi, donc ce vendredi, on le rappelle, un vendredi avec une des plus fortes journées, même la plus forte des journées de baisse pour les indices européens depuis le début de l'année en raison de ces craintes sanitaires. On a vu d'ailleurs par voie de presse eh bien, les propos de Christine Lagarde et du vice-président de la BCE qui ont commencé donc à donner quelques signaux, on va dire, pour atténuer les craintes liées à ces baisses de marché. Ils ont indiqué que, selon lui, notamment le vice-président de la politique qui reste accommodant de la BCE, et Christine Lagarde, qui va d'ailleurs intervenir encore aujourd'hui, a indiqué que selon elle, l'inflation, elle s'attendait en tout cas à une inflation qui est commencé à ralentir d'abord à partir de janvier. Donc un des messages plutôt accommodants, je dirais, probablement aussi un petit peu à destination des marchés financiers. Donc voilà, ça c'était pour le bilan de la semaine dernière.
Rapidement, déjà, cette semaine, avant de parler d'aujourd'hui, cette semaine, bon, déjà, bien sûr, nous aurons aujourd'hui deux interventions de Jérôme Powell, que vous voyez sur l'agenda boursier, donc le président de la Fed, et aussi de Christine Lagarde. Mais Powell, qu'on retrouve également, et surtout d'ailleurs mardi et mercredi, ce sont des interventions qu'il fait de manière régulière, dans le cadre, bien sûr, de ses obligations. Devant une commission bancaire du Sénat américain. Il s'exprime de manière régulière. Il sera rejoint d'ailleurs par Janet Yellen, donc la secrétaire au Trésor, et donc ce sera mardi et mercredi qu'on entendra devant donc une des commissions bancaires du Sénat américain. Évidemment, il parlera de la politique monétaire, des prévisions économiques, et donc Janet Yellen, secrétaire donc au Trésor, parlera également de ces anticipations et répondront bien sûr aux questions qui leur seront posées par les sénateurs. Donc pour aujourd'hui, nous aurons donc notamment les chiffres d'inflation, ils ne sont pas exposés sur l'agenda boursier, mais c'est quand même assez important de connaître ces chiffres d'inflation en Allemagne que nous surveillerons évidemment, les chiffres qui tournent sur les prix à la production, au prix à la consommation, les prix à l'importation ou autres, tous ces éléments de prix doivent être surveillés comme le lait sur le feu par rapport au rythme des politiques monétaires. Ce qu'il faut suivre, c'est l'influence donc sur le comportement des marchés financiers, plus une banque centrale qui est perçue comme accommodant d'une manière générale au prolongement des mesures de soutien, plus c'est un facteur de soutien pour les marges. Et inversement, si les chiffres d'inflation continuent de grimper, ça c'est un signe que les banques centrales vont devoir accélérer en fait. Tout simplement le ralentissement des achats d'actifs, même s'il est nécessaire de rappeler que pour les banquiers centraux, avec ou sans variant, je dirais, il y a quand même la question d'une inflation qui est induite par les phénomènes mondiaux. Donc, toujours ces problèmes de délai de transit aussi entre les zones d'échange commercial, les pénuries de certains composants, qui accroissent ces délais, donc la rareté et certains de certains composants. Donc, bien sûr, ce qui entraîne des hausses des prix. Et pour les banques, une bonne partie, ce qui est vrai, quand on voit les chiffres d'inflation, une bonne partie de l'inflation arrive par cette situation liée au fait du transit mondial. Il y a bien sûr la question des pénuries de composants, des questions liées aux matières premières et au prix des matières premières. Donc, effectivement, le scénario de base reste pour l'instant, pour les banquiers centraux, que cette situation va se normaliser courant 2022, mais reste que la situation de l'inflation qui est moins sensible, la partie des prix qui est encore moins sensible donc à ces questions liées à la qualité, je dirais, de réouverture mondiale de l'économie, qui est désormais un petit peu en suspens peut-être avec cette question du variant sud-africain. Mais il y a une partie, bien sûr, de l'inflation moins sensible à ces items liés à la réouverture de l'économie. Et c'est sur cette partie que les banques centrales doivent rester vigilantes, inflation sous-jacente, pour voir si on ne s'écarte pas effectivement des objectifs fixés donc, par les banques centrales. Demain, mardi, donc, nous aurons également les PMI d'activité en Chine, services et manufacturiers éminemment importants dans ce contexte où là aussi on essaie de jauger le degré de ralentissement de la Chine. La Chine, je vous le rappelle, qu'ils appliquent une politique très restrictive liée au Covid et le variant bien sûr Delta. Donc bien sûr, sans parler du variant sud-africain dont on ne sait pas ce que ça deviendra, mais au moins le variant Delta en vue des Jeux de la Chine qui approchent, qui seront bien sûr organisés dans quelques mois, eh bien là, la Chine applique une politique très restrictive qui peut aussi ralentir donc son économie. Donc on va surveiller évidemment tout ce qui est indicateur de sentiment, indicateur d'activité en provenance de la Chine demain. On aura bien sûr également la confiance des consommateurs mesurée par la Conference Board aux États-Unis. Ça aussi, ça sera demain, mardi. Mercredi, donc comme je vous l'ai dit juste avant, on aura bien sûr Powell et Janet Yellen qui seront là, ça sera sur 2 jours, mardi et mercredi. Ils seront devant donc, la commission bancaire du Sénat. Vous aurez également l'ISM manufacturier, le gros indicateur de l'activité manufacturière aux États-Unis. Donc, on surveillera bien sûr ça mercredi. Et puis, on aura mercredi également le chiffre ADP qui donne, une première estimation du niveau de création d'emplois aux États-Unis. Pour là aussi, ça, c'est la partie privée. Donc,
ADP, c'est rien, on rappelle que le chiffre ADP précède de 48 heures le rapport de l'emploi aux États-Unis. Donc, ça sera bien sûr ce vendredi, donc le premier vendredi du mois. Et ce rapport sur l'emploi, on rappelle que ce serait plusieurs items, les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis. C'est le fameux chiffre NFP, Non-Farm Payroll. On surveille évidemment, bien sûr, le taux de chômage également ce même jour. On surveille également le taux de participation de la population active, hein, c'est-à-dire combien de personnes participent au marché du travail, qu'une personne en capacité de travail et participe aussi à son marché de travail. Donc, plus ce pourcentage est élevé, mieux c'est pour la bonne santé du marché du travail américain. Et puisqu'on sera également, je dirais, beaucoup en ce moment, c'est la question des salaires, hein, on verra donc le salaire horaire moyen. On aura ce chiffre vendredi prochain, enfin ce vendredi, pardon, pour justement voir si la partie salaire suit la partie de la hausse des primes, hein, cette fameuse boucle, je dirais, prix-salaire, dont les banquiers centraux parlent comme étant un facteur pouvant effectivement justifier de normaliser le plus rapidement la politique monétaire, parce que quand les salaires commencent à embrayer la hausse des prix, eh bien, c'est qu'on n'augmente pas les salaires pour qu'ils baissent 3 mois après. Donc, vous voyez, c'est le phénomène de savoir par rapport au prix, est-ce que les salaires vont augmenter, est-ce qu'ils resteront de ce calibre-là. Et après, c'est soit des phénomènes qui commencent à enclencher, je dirais, des momentum un peu plus durables. Donc, ça sera ça pour vendredi. Jeudi, alors bien sûr, jeudi, on aura la réunion de l'OPEP, hein, on va surveiller ça évidemment, même s'il y a moins de tension du fait que, malheureusement, j'ai envie de dire, du variant sud-africain, les problèmes de perception court terme des niveaux de stock, des niveaux de production de l'OPEP par rapport à un rapport de force, hein, avec les États-Unis, puisque les États-Unis ont incité plusieurs pays pardon, à inviter donc plusieurs pays à avoir recours, je dirais, à leur stock stratégique de pétrole pour faire baisser notamment le niveau des cours. Bon ben, là aujourd'hui, on voit bien que toutes ces problématiques la semaine derrière nous, parce que vraiment là, la peur du variant sud-africain qui a supplanté tout ça avec une chute très forte des matières premières et notamment du pétrole. Voilà, donc la semaine dernière, on verra cette semaine ce qu'il en est du variant sud-africain, évidemment, et puis donc notamment de l'OPEP qui va se réunir. Et on aura également jeudi donc différents membres de la Fed, donc le fameux FOMC, qui est donc le comité de politique monétaire de la Fed, différents membres qui vont s'exprimer. On va démarrer sur la partie du programme du jour. Aujourd'hui, on va travailler sur la partie technique de tout ce qui est notamment indice européen, donc le Germany 40, le gaz naturel en tant que matière première, le gaz et l'or, et une paire de devises monétaires, l'euro-dollar. On va démarrer tout d'abord sur le Germany 40. Alors, au niveau du Germany 40, c'est le graphique à gauche que je vais bien évidemment agrandir. Alors, on va regarder tout d'abord la bougie mensuelle. La bougie mensuelle, si vous vous souvenez bien, on avait fait effectivement ensemble ce fameux retracement de Fibonacci. Donc, du point le plus bas que vous avez ici, on a réuni au point le plus haut du début du mois. Alors, je vous rappelle qu'on est sur une bougie mensuelle, ce qui veut dire que chaque bougie représente un mois de cotation. On voit que les fameux donc 141%, donc ça c'est le point le plus haut, c'était c'était les 16 301. Maintenant, le marché est en train de bloquer sur les 127% des retracements de Fibonacci et sur la Tenkan-sen de l'indicateur Ishimoku. Alors, sur le graphique hebdomadaire, alors ouais, effectivement, ici, on a sur ce qu'on appelle un triangle ascendant. Alors, un triangle ascendant, c'est ce que vous avez ici, d'accord? Donc, une résistance oblique et un support oblique que vous avez juste en dessous. Premier point d'impact, deuxième point d'impact, troisième point d'impact. On s'attendait à ce qu'il subisse un quatrième point d'impact, mais non, les 141% des retracements de Fibonacci et 16 259, avec notamment cette étoile du matin, bah, ça a bloqué le prix à aller plus haut.
Donc, du coup, là, on a effectivement cette résistance des 141%, retracement lié notamment à ce fameux vendredi 26 novembre. Là, on essaie de rebondir sur ce fameux support. D'ailleurs, ça rebondit plutôt pas mal ce matin, puisqu'on fait 1,41% à l'ouverture de la séance européenne. Donc, je vous rappelle que ce point de support tient pour l'instant la route. Il bloque entre les 127% à 15 425 et ce fameux support aux alentours des 15 110 à peu près. Donc là, on est à 15 330 au moment où je vous parle. Mais attention, parce que c'est sous pression et ce fameux support risque de ne pas tenir indéfiniment. Donc, voilà, on reste baissier, on reste baissier sur l'ensemble des indices européens, notamment sur le DAX 40, donc le Germany 40. Ce point de support tient un fil. Donc, la tendance est plutôt baissière. On va regarder sur du journalier. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, on voit effectivement que ce niveau de support a été cassé. Ce niveau de support qu'on vient de voir en hebdomadaire, donc sur une bougie hebdomadaire, pour l'instant, tient, mais le marché a encore un énorme potentiel pour continuer sa décélération et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Le point de support à laquelle vous pouvez chercher en termes d'objectifs, ça serait plutôt ce niveau-là. Ça serait aux alentours des 14 900, 14 820. Ça sera les objectifs du Germany 40. Pour l'instant, nous restons baissiers et je préfère vous dire, au lieu de prendre les rebonds, prenez tout simplement les retracements sur ces rebonds. Donc là, il serait plutôt judicieux éventuellement de prendre des positions short, donc des positions baissières pour aller chercher ce niveau de support à 15 160 sur du court terme, 15 110 à peu près. Et si ça casse ce niveau de support, on peut aller chercher donc les fameux 14 900 et 14 820, 825. Voilà le niveau que je préfère vous dire sur le Germany 40. On va aborder donc le gaz naturel. Le gaz naturel, il est sur le graphique que vous avez ici. On va regarder tout d'abord en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais montré il y a quelques temps de cela. Alors je vais vous le mettre en mensuel. On va tout d'abord regarder en mensuel, ça sera plus parlant. Voilà, donc là, on a effectivement une bougie. Alors là, on est sur du mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois de cotation. Donc, la fameuse résistance de cette période, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas participé au webinaire précédent, ça c'était au mois de novembre 2018, qui était résistance. Et cette fameuse résistance a été franchie le mois de septembre 2021. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire un pullback sur cette fameuse résistance qui est dorénavant devenue support. Donc, tout nous porte à dire que le gaz naturel a encore un énorme potentiel pour accélérer sur une bougie hebdomadaire, sur des bougies hebdomadaires, sur une unité de temps hebdomadaire, pardon. On est sur le support. Ici, on est sur un canal baissier. La Tenkan-sen et la Kijun la Kijun a tenu la route, notamment la semaine du 22 novembre 2021. Donc là, cette semaine démarre tout simplement sur ce support. Pour l'instant, on reste aussi sur le gaz naturel, un énorme potentiel pour aller chercher cette résistance aux alentours des 5,60. On va regarder en journalier pour essayer de regarder les objectifs. Donc, on le voit beaucoup mieux en termes d'objectifs. Alors attention, parce que là, à l'ouverture de la séance européenne, on est en dessous du nuage Ishimoku. On a effectivement ici un canal baissier avec première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Donc là, on est sur la cinquième vague qui pourrait diriger donc sur du court terme le gaz naturel à aller chercher déjà dans un premier temps les 5,60. Donc là, on est actuellement à 5,06. Premier objectif, pardon, 5,20. Deuxième objectif, 5,50. Troisième objectif, on peut aller chercher 5,60 et aller chercher de plus en plus jusqu'à arriver à cette résistance oblique. Donc, tout nous porte à dire que le marché a du potentiel pour aller chercher cette résistance. Et à ce moment-là, on pourrait avoir, je dirais, des vendeurs ici qui pourraient repartir à la baisse. Donc, pour le moment, la tendance reste baissière, même si ce niveau de support pourrait tenir la route. Si vous voulez effectivement mettre un stop en gérant correctement votre risque, vous mettez un stop en dessous de ce support oblique et pour aller gérer un ratio qui peut être assez correct pour aller chercher cette résistance oblique.
On va parler dorénavant donc de l'or. Alors l'or qui est sous pression. Les matières premières ont considérablement chuté, notamment la semaine dernière. On va regarder ça tout de suite. L'or que nous avons ici, qu'on va agrandir. Alors on va tout d'abord voir sur un graphique hebdomadaire. Alors l'or, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ce qu'on appelle un triangle ascendant, plutôt un triangle asymétrique, pardon, où vous avez différentes vagues à l'intérieur de ce triangle. Donc là, on est toujours sur la 5e vague. 1, 2, 3, 4, 5, on est dans la 5e vague et on voit comment l'impact se réalise donc sur cette unité de temps hebdomadaire où là, effectivement, vous avez des supports obliques. Vous en avez plusieurs ici. Là, c'était le 4e. Donc, pour l'instant, l'or reste baissier en hebdomadaire tant que ce support oblique tient la route. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce support pourrait faire rebondir le prix. Donc, pour le moment, le marché reste baissier à l'intérieur de ce triangle. Si ça casse cette oblique, on pourrait aller chercher ce support, pardon. Ça, c'est le premier niveau de support. Si effectivement, ça casse cette oblique, donc là, ça pourrait faire rebondir le prix. Deuxième niveau de support que nous avons, c'est ici, où là, effectivement, nous avons un autre point intéressant, c'est les 1000, ça fait quand même assez loin, hein, en hebdomadaire, ça fait 1700. Le point le plus bas ici, c'était, attendez, je vais vous dire ça tout de suite, c'était aux alentours des 1687. Donc ça, c'est des points de support. Pour l'instant, l'oblique tient. Donc tant que ça tient, ça reste à l'intérieur de ce triangle. Donc pour le moment, ce qui serait judicieux, on va regarder un petit peu plus en journalier, qu'est-ce que nous avons. Voilà, on le voit un peu mieux. Donc on voit des niveaux de support importants ici, premier niveau de support, deuxième niveau de support. Si on regarde un petit peu les retracements de Fibonacci du point le plus haut jusqu'au point le plus bas, bon, effectivement, on a des niveaux intéressants où là, le marché est en train de bloquer, enfin, a tout simplement rebondi sur les 61,8% des retracements de Fibonacci à 1779. Si on casse les 1797, on pourrait aller chercher sur du court terme les 1816 dans un premier temps. Donc, pour l'instant, si on regarde en journalier, ça reste haussier tant que ce support oblique tient. À partir du moment où ce support serait cassé, notamment, et ça, vous le verrez sur des unités de temps inférieures, notamment sur du 4 heures, on pourrait chercher les 78,60% à 1752, voire le plus bas du 29 septembre 2021, 1718,75. Donc, sur du court terme, ça reste haussier pour aller chercher les 1816, mais il faudrait effectivement que sur 4 heures, on casse les 1797,90 en clôture de bougie, bien évidemment. On va aborder dorénavant la paire de devises monétaires, la parité euro-dollar. L'euro-dollar qui est notamment sous pression à de maintes reprises liée à l'accélération notamment du dollar américain, le dollar américain qui a fortement accéléré. Mais attention, on avait parlé à de maintes reprises de ce fameux double top. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors ou pour ceux qui nous rejoignent, alors le double top, c'est exactement cette configuration que nous avons en mensuel. Et là, l'objectif a été atteint. Alors, je rappelle que le double top, c'est ça. C'est que vous avez une forme de M ici. Vous avez une ligne de coup qui a été cassée. Et après, vous reportez l'objectif que vous avez à l'intérieur du plus haut du M avec sa ligne de coup. Donc, vous le reportez en dessous. Ça, c'est les objectifs. Si on reporte exactement la même configuration sur le graphique, sur l'euro-dollar, vous avez ça. Effectivement, vous avez ce qu'on appelle un double top. Vous avez ici donc ce fameux pullback, donc qui s'est passé ici notamment avec cette bougie, et l'objectif a été atteint. Parce que si on reporte ce que vous avez ici, vous voyez cette fameuse ligne verticale noire, vous la reportez en dessous de la ligne de coup, c'est exactement l'objectif. Donc l'objectif a été atteint. Ça aurait été effectivement d'aller chercher les 1,1190. Généralement, quand l'objectif est atteint, le marché a tendance à repartir de plus belle. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. La lagging span que vous avez notamment avec cette Ishimoku, ici qui est représentée ici, qui peut trouver un barrage, parce que si la lagging span trouve un barrage ici et qu'elle peut rebondir, ça peut faire rebondir ici. Je rappelle que la lagging span, la fameuse Shiku que vous avez en Ishimoku, est celle qui indique le prix 26 périodes en amont.
Donc, ça vous donne une idée un petit peu comment peut réagir le cours actuel par rapport à cette fameuse lagging span en mensuel. On regarde un petit peu plus en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, alors là, l'épaule, vous avez une épaule tête-épaule ici, hein, une épaule tête-épaule ici. Alors, l'épaule tête-épaule, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'était ça en réalité, hein. C'est ce que vous avez en hebdomadaire, une épaule tête-épaule. C'est ça, ça, c'est un peu comme vous l'avez ici dans la configuration. Et généralement, vous reportez l'objectif que vous avez ici, bah, comme vous l'avez là, hein, vous reportez en dessous de la ligne de coup, un peu comme vous l'avez sur sur le double top que vous aviez vu juste avant. Pardon. Là, on a les retracements de Fibonacci. Le niveau de support important, c'est les 1.1241. Donc, pour le moment, ça tient. On sort de la bande de Bollinger. Là, le RSI est survendu. On pourrait avoir un rebond sur la parité euro-dollar pour aller chercher les… alors, on va regarder un petit peu plus en journalier. Qu'est-ce que nous donne le prix? Là, il y a des petites divergences qui sont en train de se tracer. Vous voyez là, ouais, non, ce n'est pas vraiment des divergences. Il n'y a pas vraiment de divergence puisque vous voyez que les creux ici sont de plus en plus bas. Il faudrait que sur 4 heures, les 61,8% soient franchis, soit les 1.12 917 pour pouvoir avoir une accélération et aller chercher cette zone aux alentours des 1.14. Hein, déjà, dans un premier temps, il faut que sur 4 heures, on ait un corps H4 qui casse les 1.1291 pour aller chercher donc les 1.1399. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée de lundi 29 novembre et je vous retrouve demain pour un nouveau webinaire. Excellente journée à tous.